La séance est ouverte. C'est Monsieur Saraoui qui assurera le secrétariat de séance et je lui demande de procéder à l'appel nominal. Merci, Monsieur le maire. Gachon Loïc. Présent. Mondoloni Jean-Claude. Présent. Zurka Marilyn. Présent. Amar Daniel. Présent. Morbelli Pascal. Présent. Mersali Malik. Cuillère Nadine. En retard, elle va nous rejoindre. En attendant, est-ce qu'elle a laissé un pouvoir? Oui, Lalia Attaf. Merci. Gardiol Philippe. Attaf Lalia. Porte-Henri Michel. Nersessian Jean. Michel Jean-Pierre. Absent de pouvoir Zurka. Desclous Odette. Absent de pouvoir Mondoloni. Piquet Michel. Renaudin Michel. Oulier Gérard. Amoutéré Bernadette. Michel Marie-Claude. Rafia Kadidja. Rosadoni Amélie. Bertolaz Annie. De Souza Frédéric. Rovarino Isabelle. Chauvin Isabelle. Absent de pouvoir Renaudin. Lénert Katia. Absent de pouvoir Gardiol. Gesné David. Devrait nous rejoindre également pouvoir Amar pour le moment. Sora Didier. Manjo Julien. Caruso Julie. Pardon. Saraoui Malik, je suis là. Ferral Patrick. Reprends le micro. C'est bon. Aliotte Xavier, absent. Bossia Hervé. Saint Véronique. Pouvoir Ferral, c'est ça? Oui. Sanchez Philippe. J'ai un pouvoir gâché, monsieur Gâché. Monsieur Sanchez est souffrant et il a appelé il y a quelques minutes. Très bien. Jonio Irène. Absent. Gâché Jean-Pierre. Conchicello Martine. Borelli Christian. Visiblement absent également. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Avant de rentrer dans notre ordre du jour habituel, je vous demande l'enrôlement d'une délibération nouvelle au regard de l'urgence. On y reviendra peut-être en point d'ouverture du Conseil. Excusez-moi, service de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je l'enrôle à quel en fin de Conseil ou en début de Conseil? En fin de Conseil. Donc une délibération qui sera enrôlée en fin de Conseil, si vous l'acceptez, qui concerne la gestion éphémère d'un cheptel caprin laissé à l'abandon sur le plateau de Vitrolles et la passation d'une convention avec l'association L'Égide de Fleurette pour assurer les diligences nécessaires. Je ne veux pas rentrer dans le détail à ce stade. Je vous propose d'en débattre en fin de conseil. Des objections à l'enrôlement de cette délibération? Il n'y en a pas, donc on la considère comme enrôlée. On y reviendra. Donc on les récupère et on va distribuer les nouvelles. Donc la version que vous avez sur table a été modifiée. Je le redis, c'est au regard de l'urgence. C'est une problématique qui a juste 24 heures. Et donc on vous redistribue la délibération modifiée. Nous pouvons entrer dans notre ordre du jour avec tout d'abord les validations des PV de nos séances du 25 janvier et du 24 mars. Appelle-t-il des observations? Pas d'observations sur les procès-verbaux. On les approuve à main levée. Sur celui du 25 janvier, des oppositions, abstentions. Je vous remercie. Et pour celui du 24 mars, opposition, abstention. Donc les deux PV sont adoptés à l'unanimité. Je vous remercie. Compte rendu des décisions du maire. Est-ce qu'elles soulèvent des remarques ou des questions? Pas de questions, pas de remarques. Alors on passe à l'ordre du jour proprement dit. Oui. Allez, donc nous passons à l'ordre du jour. On y va. Le point 1, approbation de la convention relative à l'aide financière de l'Agence de l'eau
dans le cadre de l'appel à projet Rebond pour les travaux de désimperméabilisation de la cour d'école de l'élémentaire prairial. Travaux réalisés à cheval sur la fin d'année précédente et cette année. L'agence de l'eau nous attribue une subvention de 216 891 € pour des travaux, montant total des travaux de 309 845 €. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. C'est pas ouvert. Le vote est ouvert. Autant pour moi, le vote est ouvert. Voilà, vous pouvez voter. Un problème technique ou dites-nous. On peut prendre 3 minutes pour vous laisser vous régler. Est-ce qu'il faut refaire le vote, monsieur Pain? Donc il va falloir revoter. Rosadonie est présente. Il y a un souci. Il a laissé un pouvoir, monsieur Gardiol? Il vient de le signer. Ok. Tu peux me le mettre à moi ou à Pascal, peu importe, c'est quelqu'un qui m'a pas. Il est parti. Ferral. Alors, monsieur Gardiol avait un pouvoir, donc on va perdre le pouvoir de monsieur Gardiol. Regarde. Donc, il est absent pouvoir Morbelli. Ah, c'est bon. Ça va. Non, il est présent, monsieur de Souza. Tu veux qu'on recheck? Katia Lénière, elle est absente, du coup, il y a un pouvoir gardien. On a mis un peu de climatisation. Jean? On a mis un peu de climatisation. C'est comme tu veux. C'est bon? Oui. Absent sans pouvoir. C'est bon? Donc, deuxième tentative pour le vote sur la délibération numéro 1 après mise à jour du tableau des pouvoirs. Le vote est ouvert. C'est là que normalement, je crois qu'on est bon.
À l'unanimité, je vous remercie. Point de mise à jour des annexes de la délibération numéro 20-110 du 26 juin 2020 relative à la mise en place du RIFSEP. Tout simplement, le grade d'auxiliaire de puériculture est passé de la catégorie C à la catégorie B. Il faut donc modifier le tableau du RIFSEP sans modifier les montants afférents pour la catégorie, le cadre d'emploi. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Ferral, s'il vous plaît. Ça n'a pas dû marcher. 32 pour, 2 abstentions. Merci. Point 3, c'est le tableau des transformations de postes habituelles. Y a-t-il des questions pour Monsieur de Souza? Il n'y en a pas. Ah si, Monsieur Bossia. Bonsoir tout le monde. Oula. Bonsoir tout le monde. Alors, juste une petite question comme ça en passant. Étant donné que le budget a été voté lors du dernier conseil, nous aimerions savoir si les créations et transformations de postes sont incluses que vous nous avez présenté lors du vote du budget. C'est tout. Monsieur de Souza. Alors, je rappelle aussi que les créations et suppressions des postes sont des lignes, je dirais, administratives. Néanmoins, quand il y a en cours d'année des évolutions de grades, etc., concernant des agents, effectivement, ils sont, entre guillemets, au niveau des statistiques, je dirais, ils font partie de la masse salariale qui est budgétée. Et on tient compte et aussi de l'évolution de carrière de chaque agent. La réponse est donc oui. Il y a un aspect tendanciel sur le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire les avancements de grade, qui est systématiquement budgété dans notre budget primitif et dans l'enveloppe masse salariale du budget primitif. Par ailleurs, nous imputons également le plan de recrutement de l'année qui est défalqué des départs en retraite qui ne sont éventuellement pas remplacés. Donc ça aussi, c'est budgété. Donc tous les postes qui sont là ont bien été budgétés. La chose qui n'est pas à notre budget primitif, mais on attendra que le gouvernement nous en dise plus, c'est l'augmentation du point d'indice qui est pendante, et on attendra d'avoir des précisions sur son niveau d'augmentation et sa date d'effet pour pouvoir vous proposer, le cas échéant, une décision modificative sur le chapitre 12, puisque là, nous n'avons pas les crédits, en tout cas, nous risquons de ne pas avoir les crédits pour pouvoir imputer ce point d'indice, et il faudra du coup revoir nos lignes budgétaires, le cas échéant, encore une fois, et ça dépendra du montant et de la date d'effet, et ça on va attendre de voir la suite. Mais sur les recrutements qui sont là, en fait il y a quelques créations de postes qui étaient à notre plan de recrutement, et puis des remplacements en fait essentiellement. On peut passer au vote? Allez. Monsieur Mersali. 32 pour, 2 abstentions. Merci. Je vous propose une explication groupée des délibérations 4, 5, 6 et 7 qui sont liées à la loi de transformation de la fonction publique, alors que nous accueillons Monsieur Gesnet. Monsieur de Souza, vous nous donnez quelques explications générales sur ces 4 délibérations avant que nous les passions au vote. Alors, ces 4 délibérations, donc effectivement, sont liées. On va passer donc au mois d'octobre, il va y avoir des élections concernant l'ensemble des représentants du personnel. On change effectivement de modèle puisque on est maintenant sur un comité social territorial donc qui regroupe l'ensemble de 2 instances, qui est le CHSCT et le CT. On a, durant ces derniers mois, avec l'ensemble des représentants actuels, travaillé sur le protocole qui permettra effectivement de désigner et de suivre les élections professionnelles qui auront lieu donc en octobre.
On revient donc sur un schéma qui est dans le privé, le CS2E, qui correspond effectivement à ceci. Et il y a les délibérations relatives au rattachement du CCAS et de la Caisse des écoles aux instances de la commune afin que nous continuions à travailler de concert. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Monsieur Bossia. Oui, alors, Monsieur de Souza, vous disiez que c'était plus ou moins de la même nature, excusez-moi, j'ai d'où là, que le CSE. Du coup, quel est le mode de fonctionnement que vous comptez avoir pour le CST que vous proposez de créer? Est-ce qu'il va fonctionner suivant l'ordre public, c'est-à-dire suivant la lettre, les différents articles et décrets, ou est-ce que vous laisserez la possibilité d'un fonctionnement dérogatoire qui serait éventuellement plus favorable aux représentants du personnel? Alors sur le principe, ça fonctionnera exactement comme actuellement, si ce n'est qu'effectivement le CHSCT sera inclus à l'intérieur du CT. C'est un fonctionnement dérogatoire, enfin, qui est un fonctionnement négocié, on va dire, avec les organisations syndicales spécifiques pour modifier, pour conserver la qualité du dialogue social que nous avons dans nos instances paritaires. Et donc, il respecte strictement la loi, mais il est aménagé en concertation avec les organisations syndicales. Pas d'autres questions? On passe au vote sur ces 4 délibérations. La numéro 4, tout d'abord. Le vote est ouvert. Unanimité. Merci. La 5. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. La 6 sur les CAP. Le vote est ouvert. Unanimité. Et enfin la 7 sur la commission consultative paritaire qui concerne les agents de droit privé, contractuels et autres. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Point 8, information du conseil municipal sur les décisions prises en matière de marché public. C'est un point traditionnel. Est-ce que ça soulève des questions pour monsieur Houllier ou pour les élus délégués qui suivent ces différentes opérations? Pas de questions. On passe au vote. Le vote est ouvert. De pour, 2 abstentions. Je vous remercie. Point 9, tarifs publics de l'année 2022. On les vote 2 fois par an à cette saison pour pouvoir les imputer sur les tarifs qui fonctionnent à l'année scolaire et en décembre pour les tarifs qui fonctionnent à l'année civile. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la grille tarifaire qui vous a été envoyée? Pas de questions. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 10 concerne l'actualisation des tarifs de la TLPE pour l'année 2023 avec un tableau récapitulatif des différences 22-23. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Ferral. Bonjour à tous. La question que je voudrais poser, c'est par rapport à ces tarifs et par rapport à cette taxe elle-même. Est-ce que vous avez fait des quantifiés, donc les différentes enseignes numériques et autres, et savoir par rapport à leur dimension, dans quel registre elles rentrent, pour avoir les sommes dues? Très bien. Monsieur Mersali. Bonsoir, Monsieur Ferral. Actuellement, justement, le service comptait une personne qui était chargée de relever les dimensions des différentes enseignes. Et lors d'un précédent conseil, nous avions abordé la question de prendre une délégation de service pour avoir un recensement
beaucoup plus précis, puisque actuellement, il y a beaucoup d'enseignes qui ne sont pas recensées, puisqu'on est sur un système déclaratif. Il faut que l'entreprise déclare, fasse la demande aux services concernés, en l'occurrence au service de l'économie, et ensuite on évalue la tarification. Juste pour info, on va avoir dans quelques temps une refonte de tout le système, puisqu'on va passer dans le cadre du règlement de publicité intercommunal, et ça fait un an et demi, c'est ça, Joël, qu'on travaille dessus avec les autres communes, et donc on aura quelque chose qui sera standardisé, et donc nous au niveau de Vitrolles, on aura une entreprise qui va être chargée du recensement beaucoup plus précis, et d'ailleurs il va y avoir un grand nettoyage des enseignes sauvages, etc., qui sont implantées un peu sur l'espace public de façon un peu anarchique, en particulier sur la 113 et dans d'autres endroits. Donc voilà, ça c'est un travail qui est en cours, je pense qu'il sera fini d'ici la fin de l'année civile. Voilà. Pour relayer ce que dit Monsieur Mersali, nous avions effectivement dans le viseur le fait d'améliorer la collecte de la TLPE auprès des entreprises et donc le référencement des enseignes. Le règlement local de publicité va changer en passant sous le régime du RLPI intercommunal en lien avec le PLUI, et que dès lors, on ne va pas faire payer deux fois le travail. Dès que le RLPI sera validé et mis en œuvre, on pourra faire les détections qui vont bien et les mises à plat, les mises à jour qui vont bien. Donc c'est quelque chose que nous avons retardé. Nous l'avons retardé d'abord à cause du Covid, et ensuite, puisque je vous rappelle qu'on a procédé à des exonérations, y compris sur cette TLPE, et on l'a retardé ensuite au vu de l'arrivée du nouveau RLPI. Mais ça arrive. Puis, si vous permettez, Monsieur le maire, juste un point, la taxe est là pour justement réduire l'affichage publicitaire et assainir un peu l'espace public. Hein. Voilà, l'idée, c'est pas de multiplier les enseignes, et dans les mois qui vont venir, vous verrez, il va y avoir une diminution sensible de l'affichage publicitaire, en particulier dans les zones urbanisées et les zones un peu sauvages du côté de l'étang. Monsieur Ferral à nouveau. Monsieur Bossia aussi. Donc si je comprends bien, à ce jour, c'est toujours... Il n'y a pas de vérification qui a été menée. J'entends que c'est pour un souci d'économie pour la prochaine normalisation. Mais enfin, il n'y a pas non plus d'archives de ce qui a été fait des années précédentes, même d'avant, pour se baser et pour pouvoir avoir un petit contrôle de savoir ce qui a été perçu ou mal perçu, ou qui en attend d'être perçu. Voilà. Monsieur Ferral, vous tirez des conclusions un peu prématurées. Nous travaillons, nous n'avons pas changé de mode de travail. C'est-à-dire que nous avons un agent qui est en charge du recensement, de la vérification, et pour percevoir cette taxe. Et on continue comme ça, et donc on a les archives du travail qui a été effectué. Par contre, ce dont nous avions déjà parlé, et à plusieurs reprises, c'est d'avoir recours à une société externe qui vienne homogénéiser le recensement des enseignes sur notre territoire et d'améliorer la perception de cette taxe en allant chercher toutes les enseignes qui ne sont pas déclarées. C'est cette démarche-là que nous avons suspendue avant, jusqu'au vote du RLPI. C'est la démarche de faire appel à une société externe pour nous faire un recensement général. C'est cette démarche qui est suspendue. Le reste continue à fonctionner et on perçoit la TLPE. C'est bien pour ça d'ailleurs que nous votons des tarifs ce soir. On peut passer au vote. Du coup, ma question n'est pas caduque. Monsieur Bossia. J'attendais de voir ce qu'allait dire mon collègue, mais ma question n'est pas caduque. Lors d'un conseil municipal précédent, on avait, toutes les années, on a cette délibération qui revient. Et j'avais posé une question à l'époque. Et pour le coup, là, elle revient sur la table, puisque, étant donné que vous allez procéder grâce
à une société externe, à des contrôles, etc. Est-ce que dans le cahier des charges des contrôles, c'est inclus des émissions lumineuses et du taux d'émissions lumineuses, parce que est-ce que c'est normalisé? Est-ce que c'est enfin normalisé? Est-ce qu'on va contrôler un petit peu tout ça? Parce que la pollution lumineuse, c'est quand même pas un sujet non plus, comment dire, inintéressant. Alors, il y a, c'est pas l'objet, puisqu'il n'y a pas dans notre règlement et dans le projet de règlement, il n'y a pas de tarification différentielle selon l'intensité lumineuse de l'enseigne numérique utilisée. En revanche, il y a un repérage de l'ensemble des enseignes numériques, puisqu'elles sont taxées différemment, numérique, enseignes lumineuses et autres. Elles sont taxées différemment. Dès lors, la logique de mise aux normes, sur lequel nous avons d'ores et déjà alerté certaines de nos enseignes à plusieurs reprises, mais plutôt de l'ordre du cas par cas, quand il y avait manifestement un abus d'éclairage, on va dire comme ça, d'éblouissement. Mais une fois qu'on aura un recensement général de l'ensemble des enseignes lumineuses et numériques qui sont installées sur le territoire communal, on pourra beaucoup plus facilement diligenter ou informer, alerter et éventuellement diligenter des contrôles de manière un peu généralisée. Ok. Monsieur Mersali. De manière générale, dans le nouveau règlement, les enseignes lumineuses vont être fortement réduites. En tout cas, à la fois en surface, on va être sur un format beaucoup plus petit et dans des endroits beaucoup plus hors des zones urbanisées. Alors, les enseignes numériques sont fortement contraintes parce qu'il y a là pour nous, dans le cadre du RLPI, les débats ont amené à avoir non seulement une pollution lumineuse, mais également potentiellement dangereuse pour la circulation, parce que l'information qui est diffusée est parfois lourde et détourne l'attention de l'automobiliste. Donc on a eu le cas à Vitrolles, sur lequel on a demandé à ce que l'enseigne lumineuse soit moins fournie et avec des messages plus simples. Donc ça, c'est un premier élément. Et globalement, sur les enseignes lumineuses, elles vont être lourdement taxées pour amener les commerçants, les entreprises à les réduire au maximum. Effectivement, c'est un exemple que j'avais moi-même donné lors d'un précédent conseil quand j'en avais parlé, puisque ça m'est arrivé à moi d'être ébloui par l'enseigne dont vous parlez. C'est la même. Cela dit, extinction à certaines heures des alors la loi climat et résilience le prévoit, mais pour le moment les décrets d'application n'ont pas été tous publiés. Donc ça pourrait arriver, mais c'est prévu dans la loi climat et résilience. Ok, merci. Et le règlement, le RLPI, le règlement local de publicité intercommunale, devrait s'appuyer sur la loi climat et résilience et prévoir des extinctions, un horaire d'extinction. En fait, il est dépendant de l'horaire de l'activité de l'entreprise. Ok. On peut passer au vote? Oui. Allez. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 11 concerne la mise à disposition d'espaces verts à l'AVES, l'association Vitrolles des équipements sociaux, deux qu'elle utilise déjà pour des jardins partagés, des aménagements partagés, on va dire, et deux nouvelles, l'une située au pied de l'immeuble Gagarine et l'autre au pied de l'immeuble des Jardins d'Alembert. Est-ce que ça soulève des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 12 concerne la vente d'un délaissé communal à monsieur et madame Chbinou Wajdi. C'est une petite bande de terrain de 52 mètres carrés qui est déjà intégrée à leur propriété et sur laquelle nous proposons une régularisation. Impasse du Colonel Fabien, c'est une perpendiculaire à Avenue de Marseille. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert.
L'unanimité. Je vous remercie. Le point 13 et le point 14 concernent le nouveau programme de rénovation urbaine sur lequel je vous propose que nous arrêtions un moment et de laisser la parole à Mme Morbelli pour qu'elle nous présente les grands éléments de ce programme avant que nous puissions voter la convention et l'intégration de cette démarche dans la démarche de labellisation nationale écoquartier. Madame Morbelli, vous avez la parole et puis il y a un PowerPoint, donc on va se pousser. Merci, monsieur le maire. Ce dossier fait partie des premiers que nous avons travaillé et sur lequel on est content d'aboutir puisque la première signature, entre autres avec le corps d'État et dans le cadre de ce qu'on appelle les quartiers priorité et l'ANRU, était en 2004. Donc, voyez, il faut énormément de temps pour arriver à faire un travail non seulement de réparation, mais en même temps de modification et de travailler sur les trames urbaines. Ici, nous sommes sur le quartier du Lioura, une partie, ce qu'on appelle le quartier du Lioura Nord, sur lequel il va y avoir 111 démolitions et des constructions à venir sur le territoire. L'intégralité de ce travail qui a été mis en place n'est pas simplement pour dire on démolit. C'est parce qu'on est sur des problèmes structurels au niveau des bâtiments qui posent des questions de viabilité au niveau de l'habitat et en particulier surtout de ses habitants et de ses locataires. La deuxième partie est celle de terminer le quartier du quartier des Pins avec deux éléments forts qui sont celui de la construction neuve du groupe scolaire. Et ça, c'est quand même un acte majeur pour nous et pour le secteur de l'éducation et en tout cas de la petite enfance. Vous imaginez bien qu'on y a mis les moyens. Quand je dis les moyens, c'est tourné vers un projet éducatif derrière, hormis son cadre d'inscription urbaine. Ça fait partie des axes majeurs qui fondent en tout cas notre conseil municipal, sa majorité, tournée toujours vers la lutte contre l'obscurantisme. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'école de la République pour pouvoir l'animer? Ça fait écho avec la médiathèque dans ce même thème sur un réaménagement urbain. La nouveauté dans ce principe d'aménagement est celui d'avoir un espace dédié à un parc urbain. Ça fait partie aussi de notre volonté de dire qu'à chaque fois qu'on le peut, on replante, on met des arbres, on verdit, on donne du confort et un cadre de vie qui va permettre d'améliorer non seulement l'usage pour ses habitants, mais en tout cas pour tous les vitroliers qui vont sur la place de l'Amitié, qui vont à la médiathèque, et de voir effectivement que notre centralité urbaine est en train effectivement de s'améliorer, et hormis ça, de devenir un élément majeur, structurant de la qualité urbaine de la ville de Vitrolles. Sur le quartier du Lioura, bien sûr, il y a les habitants sur lesquels nous travaillons. Il y a ce qu'on appelle une mousse, une maîtrise d'ouvrage qui est mise en place pour pouvoir reloger l'entièreté des habitants qui, aujourd'hui, sont locataires des HLM, puisque nous sommes dans le cadre du logis Méditerranée. Il est hors de question qu'on perde un habitant sur la ville de Vitrolles. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette mousse, c'est de voir le désir des habitants et de ce quartier de rester sur le territoire de Vitrolles. En ça, c'est quand même assez extraordinaire. On peut dire qu'on a réussi aujourd'hui la volonté de dire que être à Vitrolles, c'est un élément désiré et non pas subi. Donc voilà, monsieur le maire, pour faire un peu le tour. Je n'ai pas dit le volume financier que ça représente, donc je vais le dire. Voilà. Excusez-moi, je suis allé plus vite que vous. Donc, voici... Voilà, je t'ai même pas regardé. Si tu peux revenir en arrière, excuse-moi, si on peut revenir, voilà, protocole de figuration, voilà, on y va, enchaîne, voilà, protocole, voilà, on continue. Quelles sont les qualités et comment on travaille sur ce qu'on appelle les dossiers ANRU? On va retrouver les mêmes thématiques sur le plan national avec des particularismes.
Augmenter la diversité de l'habitat, c'est ce qu'on rappelle la mixité sociale. Ça, nous sommes signataires avec l'État sur cette mixité et dire que ça permet de travailler sur un élargissement de la population. Favoriser la mixité fonctionnelle, c'est de dire qu'il doit y avoir de l'établissement public, mais aussi des établissements privés, qui permet effectivement d'avoir différentes fonctionnalités dans les quartiers. Désenclaver le quartier, entre autres celui du Lourin, c'est de dire entre la place de devant et la place de derrière, il y avait un dysfonctionnement existant. De reprendre cette trame urbaine permet une meilleure circulation et du cadre de la mobilité, mais pas que, et aussi des habitants. 4. Mailler plus simplement et plus lisiblement les espaces publics. C'est bien de se réapproprier les espaces publics, c'est-à-dire embellir, verdir, et ça permet de contribuer aussi au refroidissement, au rafraîchissement de nos villes, mais donner aussi aux habitants celui d'un cadre de vie amélioré. Vas-y, enchaîne. Les deux secteurs, compris. Deux secteurs d'intervention sur ce PRU, deux projets différents. Le premier qui est la patate verte que vous distinguez, qui correspond au groupe scolaire des Pins et à la reconstruction, réhabilitation de cet ensemble, on va y revenir, qui est composé aujourd'hui du groupe scolaire Pergot et du groupe scolaire Cézanne. La partie rouge correspond peu ou prou au secteur de la place Henri Dunant au Liourat, avec la résidence Prévert qui appartient à Logis Méditerranée, et les espaces publics attenants à cette résidence Prévert, ainsi que le parking sud du quartier des Pins qui n'avait pas été intégré dans le premier programme de rénovation urbaine. Sur le groupe scolaire des Pins, dont les travaux commenceront cet été et qui a d'ores et déjà été attribué dans le cadre d'un marché global de performance. Vous avez là quelques éléments. C'est un bâtiment principal et un bâtiment annexe, et deux bâtiments annexes, pardon, qui vont à la fois regrouper le groupe scolaire en entier, un accueil de loisirs associé à l'école, mais également les locaux du CESAD qui accompagnent les enfants en difficulté, les écoliers en difficulté, et les locaux de l'IEN qui sont aujourd'hui installés dans l'école Lucie Aubrac et qui sont, les locaux de l'IEN ne sont pas exigus, mais par contre, l'école Lucie Aubrac est à l'étroit, et donc on profite de l'opération pour reloger l'IEN dans cette école et étendre du coup les locaux dévolus au groupe scolaire à l'école élémentaire Lucie Aubrac. Vous avez là les éléments graphiques. À noter tout de même qu'il y a une parcelle, je ne sais plus, elle fait 2000 m², me semble-t-il, peut-être un peu plus, 2600 m² de mémoire. Une parcelle qui est aujourd'hui occupée par l'école maternelle Cézanne, qui sera démolie, cette école maternelle, et qui, à terme, elle va servir de base chantier, mais sera un espace vert de cœur de quartier devant l'école. Donc c'est ce qu'on voit sur la gauche du schéma de principe qui est en haut de la slide. Vous avez quelques perspectives, mais on aura l'occasion de revenir sur la présentation de cette école des Pins. Sur le quartier du Liourat proprement dit, les principes d'aménagement prévoient la démolition de la résidence Prévert et notamment de ce bâtiment en arc de cercle autour de la place Henri Dunant pour réouvrir le quartier et le faire mieux fonctionner. Madame Borbelli évoquait le dysfonctionnement entre le square Colucci qui est à l'arrière et la place Henri Dunant qui est devant. Il y a aussi un dysfonctionnement, on va dire, foncier, puisque la place Henri Dunant est propriété du bailleur. Elle est en fait sur les parkings souterrains de la résidence Prévert qui ne sont pas ouverts aujourd'hui. Et donc elle est propriété du bailleur, alors que le square Colucci à l'arrière est propriété de la ville. Donc c'est l'occasion de remettre de la clarté dans le plan d'ensemble du quartier. Ça devrait amener aussi une réforme du réseau viaire de ce quartier et de la desserte de ce quartier, avec le passage d'une partie des voies qui sont assez étroites à l'arrière du quartier, notamment la rue Pasteur et la rue Fernand-Benoît, qui passeront à sens unique à l'issue de l'opération.
la logique d'animation et d'organisation des espaces publics, de plantation, de requalification aussi de l'avenue Padovani dans le même esprit que l'avenue des Saliens, alors sans doute un peu plus contrainte, parce qu'elle est plus étroite que ce que n'était l'avenue des Saliens avant travaux, mais avec un espace dévolu aux mobilités douces beaucoup plus généreux qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc on régénère aussi du stationnement en sous-sol, puisqu'aujourd'hui il est condamné, et que donc on sera à terme sur un bilan stationnement excédentaire sur cette opération, puisque on maintient du stationnement en surface et on rajoute du stationnement en sous-sol. Voilà sur le plan d'aménagement de principe, on va dire, la disparition des îlots arrière et la constitution d'un front bâti et d'une voie traversante. Équipement dans le quartier qui reste encore à définir plus précisément, mais il faudra relocaliser des locaux qui aujourd'hui sont dévolus à l'animation du quartier, notamment des locaux qui sont utilisés par l'AVES. La maison de quartier du secteur restera pour la ville à reloger un certain nombre d'activités qui sont dans cette résidence et que nous employons à reloger ailleurs, peut-être, ou sur place. C'est pas encore, tout n'est pas encore défini. Tu rajoutes l'amélioration de l'habitat, c'est des réhab. Oui, ça, c'est des réhabilitations qui vont être mises en place. Donc, on a 206 logements à peu près qui vont être faits. C'est les derniers au niveau du quartier des Pins qui sont la Monte et Basilique. On attendait vraiment qu'on puisse travailler avec Trézage pour enfin achever la totalité de la réhabilitation du quartier des Pins. Sachant que quand on dit réhabilitation, ce sont des travaux forts, puisqu'on pose la question d'isolation et évidemment tout ce qui relève des consommations énergétiques, fluides aussi. Et vous savez combien aujourd'hui ces thèmes sont extrêmement importants pour permettre aux habitants de pouvoir générer aussi non pas des plus-values niveau financier, mais en tout cas en moins de surcoût au niveau de leur consommation. Ça concerne 206 logements, qui veut dire que c'est à peu près 400 personnes qui sont concernées par ces réhabilitations. Un peu plus. Il y a la Martine aussi. Il y a la Martine aussi, la Martine qui est effectivement du côté du Jura, puisque là nous avons les deux premières slides qui sont sur le quartier des Pins, et l'autre c'est effectivement sur le quartier du Jura. La maquette financière. Nous sommes sur, je ne sais pas si vous voyez tous, donc à peu près sur un montant de 58 millions et pratiquement à 59 millions a priori. Une participation de la ville qui est à 11 millions, presque 12. Ça veut dire qu'on est sur un taux de participation de la ville du Vitrolles de presque 20% sur effectivement la totalité de ce montant. Quels sont nos financeurs? On va le retrouver de façon forte. C'est l'État au niveau de 10 millions d'euros. Le reste se compose du département, de la métropole, du conseil régional et des bailleurs sociaux, puisqu'il y a tout un travail qui est mis en place au niveau des bailleurs sociaux sur de la démolition et sur effectivement la reprise au niveau des bâtis. Donc voilà à peu près le travail qui est mis en place quand on pose la question des rénovations des quartiers. C'est ces volumes financiers qui sont concernés, en tout cas de façon importante. Vous voyez que la ville, quand elle dit qu'elle est sur 12 millions d'euros, c'est la majeure partie, la reconstruction du groupe scolaire des Pins, sur lequel on a énormément mis de moyens, considérant que ça faisait partie de nos obligations et ça fait partie des axes forts aussi sur le fait de dire que l'école et en tout cas toutes les modes d'apprentissage sont au cœur de nos volontés politiques, à quelque endroit que ce soit. Voilà, monsieur le maire. Merci. On peut compléter si vous le souhaitez. Le calendrier pour finir. Alors, le calendrier, il n'est pas du tout le même sur l'opération d'aménagement du Jura et l'opération de l'école des Pins. Je vous dis, l'école des Pins, elle démarre tout de suite. Elle démarre cet été et elle va nous accompagner sur 2 années scolaires qui vont être en site occupé, assez complexes à gérer, mais c'était la moins mauvaise des solutions. Donc ça, c'est une opération qui démarre en avance de phase par rapport à la réhabilitation du quartier du Jura qui suivra le relogement de l'ensemble des locataires de Logis Méditerranée sur la résidence Prévert. Et donc le calendrier à ce stade, il n'est que consultatif et il est évident qu'il dépendra de la célérité avec laquelle on arrive à reloger tous les locataires de Logis Med. Donc pour le moment,
il est question d'envisager la démolition à la fin de l'année 2024 ou en 2024, pas avant, et une livraison du quartier pour 2026, 2027, peut-être même au-delà. Un élément qui pourrait arriver en avance de phase, c'est le parking sud des Pins et les réhabilitations des 3 bâtiments qu'on a vus tout à l'heure, qui ne sont pas liés au calendrier de réhabilitation du Liura. Peut-être. Je sais pas, il y a encore un slide, on a fini? Non, on a fini. Vas-y. Oui, juste de rappeler que les actions qu'on mène au titre des quartiers prioritaires, en particulier sur ce qu'on appelle tout ce qui relève du HLM, elles ont 2 phases pour nous. Et elles nous rappellent de façon singulière l'article 1 de la Constitution française. C'est celui d'être logé dans des endroits dignes. Il me semble important de le rappeler. Souvent, on oublie que notre Constitution nous rappelle le cadre du droit et de ce que j'appelle le droit commun. Et le droit commun, à quelque endroit que ce soit, de notre ville ou ailleurs, c'est celui d'avoir le droit d'être logé dignement, d'avoir de l'éducation, d'avoir accès à la santé. Et on sait ce que ça veut dire aujourd'hui. Et que ça fait partie des axes fondateurs aussi de l'entièreté de nos actions. Je souhaiterais, dire que dans ces actions-là, l'entièreté des citoyens que nous sommes, soyons tous adhérents de la même façon à ce que notre Constitution nous donne comme chemin à prendre. Merci. Merci. Y a-t-il des questions, des observations, des remarques? Il n'y en a pas. Alors, j'ajoute tout de même qu'une maison du projet ouvre ses portes. La date, on l'a? Oui, Maison du projet. C'est la semaine ouais, prochaine. c'est imminent, mais bon, mettons la semaine prochaine, mais d'ici une dizaine de jours, dans le courant du mois de juin. Comme ça, au moins, on sera au clair. Maison du projet qui ouvre ses portes sur la place Henri Dunant pour informer en priorité les habitants, mais évidemment informer n'importe qui souhaiterait se renseigner sur ce projet de rénovation urbaine et sur tous les aspects de ce projet, c'est-à-dire à la fois l'essentiel, le plus gros morceau qui est la transformation du quartier du Liura, mais également l'école des Pins, également les réhabilitations qui sont prévues dans le cadre de ce projet. Donc ça, c'est d'ici une dizaine de jours au cœur du quartier des Pins, du Liura, sur la place Henri Dunant, la maison du projet. J'enchaîne du coup sur la présentation avant de passer au vote de la 14. La maîtrise d'ouvrage de ce projet de rénovation urbaine, ce n'est pas la ville, et c'est un élément important. C'est la métropole qui est maître d'ouvrage du projet de rénovation urbaine. Nous en sommes un des partenaires, et au titre de ce partenariat, nous sommes maître d'ouvrage de délégués de la reconstruction de l'école. Pour ce qui est du reste, c'est bien la métropole qui assure la maîtrise d'ouvrage et qui, à ce titre, a souhaité s'inscrire dans une démarche d'écoquartier. Vous le savez peut-être, nous avons plusieurs fois débattu, alors c'est un peu ancien, mais de la question des écoquartiers, où il y a quelques années, il y avait un peu de tout sous le vocable écoquartier. Des choses qui relevaient parfois de démarches très intéressantes, parfois qui relevaient de ce qu'on appelle communément le greenwashing, et qui était l'opération de promoteurs immobiliers pour faire croire que leur projet était plus vert que d'autres. Il se trouve que cette démarche écoquartier a fait l'objet d'une labellisation par les services de l'État progressivement et est désormais dotée d'une méthodologie et d'un cahier des charges précis que la métropole nous propose de suivre et d'aller vers la labellisation écoquartier de l'opération du Liura. Et donc évidemment que nous souscrivons à cette démarche. Pour mémoire, enfin ça a été mis en œuvre sur Coudou avec un écoquartier labellisé qui a été particulièrement reconnu comme innovant en la matière. Donc c'est sur proposition de la métropole qu'on vous propose d'enrôler cette délibération 14. S'il n'y a pas plus d'observations, je vous propose qu'on passe au vote sur la 13 et sur la 14. Monsieur Mersalis, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie. Et la 14.
Je vous remercie. C'est pour nous vraiment, enfin, je veux le souligner, sur une délibération comme celle-là, l'unanimité du Conseil, c'est pas une petite chose, et donc je veux saluer cette unanimité qui est porteuse de beaucoup de sens pour nous. Merci beaucoup. Point 15, désaffectation et déclassement du terrain cadastré BR 561P, BR 745P et bande de terrain issue du domaine public de l'avenue, le long de l'avenue de Sacrabine. Pour faire simple, il s'agit des abords de l'immeuble dit de la GMF ou dit Caddy, en fonction de l'ancienneté de celui qui en parle, entre le lycée Pierre Mendès France et le quartier des Pommiers. Vous savez que ça a fait l'objet d'une enquête publique, que cette enquête publique a mis un avis favorable sans réserve pour le déclassement, et nous aurons à nous prononcer dans quelques semaines, je pense lors de notre prochain conseil, pour un projet de cession de ce terrain déclassé pour y établir la maison de retraite de Corian en transfert des Alpilles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Aujourd'hui, on se prononce seulement sur le déclassement. Désaffectation et déclassement. Des questions, observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Amrafia. Merci. Point 16, appel à projet 2022 pour les séjours jeunesse et les conventions avec les différents porteurs. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Saraoui? Il n'y en a pas. On passe au vote. Je vous remercie. Point 17, attribution de subventions au titre de l'année 2022 avec des compléments de subvention qui étaient restés en suspens. Est-ce que ça soulève des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations. Très bien, on passe au vote. 18, mise à jour des associations subventionnées à plus de 23 000 euros. Questions, observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Monsieur Renaudin, s'il vous plaît. 32 pour, 2 abstentions. Merci. Point 19, convention entre la ville et le club Espoir Sportif Vitrolais. Bien que n'étant pas subventionné à plus de 23 000 euros, nous avons fait l'objet d'une convention spécifique. Est-ce qu'elle soulève des questions ou des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Vote est ouvert. Unanimité. Parfait, merci. Point 20, convention de partenariat avec l'IEN, l'inspection de l'éducation nationale et la Fondation du Camp des Milles pour les visites et les ateliers pour tous les CM de Vitrolais de cette année 2021-22. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Vote est ouvert. Unanimité. Merci bien. 21, avenant à la convention d'occupation précaire du Stadium pour le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence pour 2022. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? On passe au vote. Vote est ouvert. Monsieur Mangeot, Madame Rosadoni. Arrêtez de discuter quand même. Hein. Je vous remercie.
Point 22, adhésion 2022 au réseau Cercle de Midi Chénon, convention de partenariat, c'est un réseau culturel. Des questions, des observations? Il n'y en a pas, on passe au vote. Vote est ouvert. Michel, s'il vous plaît. Unanimité. Merci. Point 23. Organisation du Charlie Jazz Festival du 1er au 3 juillet. Avenant à la convention pour l'organisation du festival. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Vote est ouvert. Monsieur Ferral, s'il vous plaît. Unanimité. Je vous remercie. Point 20. Je me suis perdu. 4. Convention de partenariat à titre gratuit entre l'association Confédération musicale de France des Bouches-du-Rhône et la ville de Vitrolles. Ça intègre les élèves du conservatoire, de l'école de musique et de danse. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Porte? Il n'y en a pas. On passe au vote. Vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Convention avec Musical Riot pour l'organisation du Dub Station Festival les 8 et 9 juillet au parc de Font-Blanche. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Point 26, convention de partenariat avec Decathlon pour l'année 2022-2023, l'année scolaire 2022, la saison, c'est comme ça qu'on parle en sport, 2022-2023. Des questions, des observations? C'est un renouvellement, donc passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Ferral, s'il vous plaît. Monsieur Bossia. Pour, abstention. Très bien, merci. La 27, convention relative à la participation financière régionale pour l'utilisation de nos équipements sportifs municipaux par les lycées publics pour l'année scolaire 21-22. C'est assez classique. Tu as raison, il y en a un qui est privé. Je ne sais pas pourquoi on a mis lycée public. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Cocadis, c'est un lycée privé. Unanimité. Je vous remercie. La 28, convention de servitude pour Enedis sur la parcelle BV 399, rue du Bonheur et jusqu'au 85 avenue de Marseille. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Vote est ouvert. Madame Michel, s'il vous plaît. Unanimité. Je vous remercie. Le point 29, projet d'extension de l'ISDND, donc l'installation de stockage de déchets non dangereux de l'Arbois. Nous sommes sollicités pour un avis sur ce projet de réaménagement et d'extension de l'ISDND. Ce projet d'extension se fait sur site, sans extension en surface, mais en utilisant en hauteur sur un casier déjà exploité, et améliore très sensiblement la gestion des liexivia, donc des eaux qui sortent de ce centre, de cette installation de stockage. Dès lors, nous proposons d'émettre un avis favorable à la sollicitation de la métropole. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Est ouvert.
vote est ouvert. Le vote est ouvert, il faudrait voter. Il y a beaucoup de retardataires. Je cible personne, ça va venir. Unanimité. Je vous remercie. Point 30, adhésion au groupement de commandes porté par le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône, dit le SMED 13, pour l'achat d'énergie et de travaux, fournitures et services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Renaudin sur ce sujet de très haute actualité? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Non. S'il y a des questions. Ah. Bon, ben, après, on fait voter. Je vous remercie. Point 31, rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement pour 2020. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. On passe au vote. Le vote est ouvert. Madame Michel, s'il vous plaît. 32 pour, 2 abstentions. Je vous remercie. Alors, c'est sans lien direct avec la délibération que nous venons de voter. Néanmoins, je donne la parole à Monsieur Mondoloni sur non pas l'exercice 2020, mais bien sur l'exercice 2022 avec le changement de mode de gestion des compétences eau et assainissement annoncé au 1er août. Monsieur Mondoloni, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, comme vous le savez tous, nous étions en DSP, délégation de services publics, que ce soit pour l'eau ou pour l'assainissement, pour l'eau auprès de la SEM, pour l'assainissement auprès de la SOR, jusque cette délégation, ces deux délégations ont été signées en 2014 et elles arrivent à expiration cette année, donc au 31 juillet 2022. À compter du 1er août 2022, nous passerons donc en forme de régie. On rejoint la régie d'Aix, du pays d'Aix, d'Aix-en-Provence évidemment. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dernière facture des usagers vitrolés sera reçue au mois de juillet, en prenant en compte, alors le courant juillet, en prenant en compte une consommation jusqu'à fin juillet. Ce sera la dernière facture reçue par la SEM et la SOR. Et la facture suivante interviendra au mois de décembre pour tous les vitrolés pour le reste de l'année. Elle sera éditée par la REPA, donc la Régie des eaux du pays d'Aix. En termes de facturation, qu'est-ce que ça signifie pour les vitrolés au point de vue tarif? Ils avaient, comme nous, fait une tarification qui augmentait. Plus on consommait, plus on consomme, et plus on paye cher l'eau, le mètre cube. Ils étaient un petit peu en deçà de ce que l'on faisait, puisqu'ils n'ont que 3 tranches, et nous, on en avait 5. Concrètement, pour des vitrolés qui consomment 120 mètres cubes, ça fera une diminution de la facture de 20 € pour l'année. Oui, pour l'année. Oui. Pour l'année. On aurait dû avoir une augmentation du prix de l'eau, de notre facture, pour cette année 2022, avec l'augmentation du prix de l'électricité. Il faut savoir que dans les usines de potabilisation ou de traitement des eaux usées, les consommations d'électricité sont très très importantes. Ça se chiffre en dizaines de milliers de kilowatts pour une année. Donc en fait, on échappe là à une augmentation d'environ 5 € de facture sur l'année. Toujours pour quelqu'un qui consomme 120 mètres cubes. Et en fait, on aura une baisse d'environ 20 € pour l'année pour quelqu'un qui consomme 120 mètres cubes.
Voilà pour les nouveaux tarifs. Voilà, j'ai tout dit. Alors, on a une commission quand même tarification à laquelle j'assiste régulièrement, où on suivra l'évolution des prix qui peuvent être envisagés par l'AREPA. Et je veillerai évidemment, enfin on veillera à ce que cette tarification soit au plus juste de ce qu'on peut payer le prix de l'eau, même si on sait que plus on consomme et plus on doit payer, parce que l'eau est une denrée qui va devenir de plus en plus rare et qu'il faut la protéger. Merci, Monsieur Mondoloni. Est-ce que ça soulève des questions complémentaires sur le passage en régie? Pas de questions. On passe au vote. Non, il n'y a pas de vote puisqu'on a déjà voté. On passe au 32 du coup. Rapport annuel sur le prix de la qualité des services publics de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Attaf? Ça serait pas de chance quand même. On passe au vote. Monsieur Sora, s'il vous plaît. Monsieur Bossia, s'il vous plaît. Vous n'avez pas voté. Merci. Nous n'avons pas terminé. Merci beaucoup. Juste la délibération sur table. Je vous dois quelques explications. Elle vous a été redistribuée, modifiée. Donc je vous disais que c'est une délibération que nous enrôlons en urgence parce que nous avons un conseil aujourd'hui. Sinon, on aurait pris une décision qu'on aurait rapportée au prochain conseil. Mais c'est quand même beaucoup plus clair de le faire par voie de délibération. Nous avons appris hier en fin d'après-midi que un troupeau de chèvres d'environ 400 chèvres situé sur le plateau de Vitrolles, sans droit ni titre d'exploitation, sans convention de pâturage. Ça, on en a été informé depuis quelque temps, mais que le berger de ce troupeau faisait l'objet d'une hospitalisation dont on ne connaissait pas la durée et qui rendait du coup le troupeau divagant sans maître. Renseignement pris, le troupeau appartient à une association dont le chevrier est président. Et donc dès lors, le pouvoir de police du maire intervient pour procéder à toutes les diligences nécessaires pour la sécurité d'abord de la population, mais également la sécurité des animaux errants. Le code, je ne sais pas si c'est le CGCT ou si le code rural, enfin ça en est un, peu importe, c'est le code rural qui prévoit explicitement cette situation et la marche à suivre ou les démarches à mettre en œuvre dans le cas d'espèce. Donc on s'y conforme strictement en citant les articles du code rural qui y a à faire. Pas de panique, on ne va pas mettre en œuvre les procédures que prévoit le code rural, même si elles sont visées. Il s'agit de mettre en sécurité les animaux et les êtres humains, accessoirement, qui pourraient être amenés à les rencontrer, et en situation de sanitaire adaptée. La première démarche a été celle d'identifier un lieu pour pouvoir parquer les animaux, les chèvres. Donc nous l'avons trouvé, il est en cours d'organisation et il se situe sur une parcelle dont nous sommes affectataires du côté de Valbacol depuis peu de temps. En fait, nous n'en sommes pas affectataires directement, nous en sommes, nous en avons la jouissance avant d'en être affectataires et propriétaires. Dans quelques mois, on aura l'occasion de passer une délibération à ce sujet. Donc c'est une parcelle qui est voisine du site de Valbacol, que nous allons sommairement aménager et renforcer en termes de clôture pour pouvoir y maintenir ce troupeau de 400 chèvres. C'est pas l'objet de la délibération. L'objet de la délibération vise l'entretien du Deuxième chose, pardon. Nous avons aussi diligenté un vétérinaire
afin de faire un inventaire complet du cheptel et de son état sanitaire et de prendre toutes les diligences nécessaires au traitement des animaux éventuellement malades. Troisième point, nous vous proposons par la délibération présente de passer une convention avec l'association Les Gîtes de Fleurette, présente à proximité immédiate, pour assurer le nourrissage et l'apport d'eau quotidien aux troupeaux, qui restera pour le moment parqué, tant qu'au moins pour quelques jours, situation de parcours étant beaucoup plus difficile à clarifier, parce qu'elle nécessite à la fois d'avoir un chevrier qui les mène et d'avoir une convention de pâturage avec un peu des propriétaires qui acceptent que les chèvres parcourent. Donc ça, on n'en est pas encore là. Pour le moment, elles resteront parquées sur un terrain relativement grand. Voilà, pour l'ensemble des informations. Et donc, c'est sur proposition de l'Égide de Fleurette que nous prenons cette délibération. Elle est assortie d'un montant estimatif de 8 000 €. Elle est pour 1 mois reconductible, sachant que je ne doute pas qu'on ait à statuer, si ça devait se prolonger, sur d'autres mesures à l'occasion de notre conseil municipal de juillet. Y a-t-il des questions ou des observations sur ce sujet? Pas d'observation, pas de questions. On passe au vote. Je vous remercie. Écoutez, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour, peut-être également les conseillers municipaux. Nous nous retrouverons en séance ordinaire au mois de juillet, le 7 juillet. D'ici là, j'espère qu'on aura vu un petit peu d'eau tomber du ciel, parce que sinon, on risque d'avoir un été de feu. Écoutez, merci à tous. Bonne soirée. Il y a une petite collation au rez-de-chaussée. La séance est levée.